Oui, je suis David Guillon, je suis avocat au barreau de Montpellier et j'interviens essentiellement en droit public. Mon adversaire, c'est l'État. Alors, on vous connaît depuis 2-3 ans, hein, depuis le début de la crise Covid. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous écoutent le rôle que vous avez joué depuis toutes ces années durant la crise sanitaire? Alors essentiellement de représenter des personnes qui ont contesté juridiquement les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, confinement, couvre-feu, vaccination, passe sanitaire, suspension sans rémunération et aujourd'hui indemnisation des préjudices subis en raison des mesures sanitaires. Alors, qu'est-ce que vous avez pu obtenir sur le plan juridique? Alors une belle victoire au tout début de la crise sanitaire puisqu'on a obtenu devant le Conseil d'État l'annulation de la mise en bière immédiate. Pour rappel, la mise en bière immédiate, lorsque vous décédiez en mars 2020, on ne savait pas si vous aviez le Covid et donc on plaçait le corps des personnes décédées dans des bâches en plastique, puis dans des cercueils fermés hermétiquement et on présentait aux familles uniquement les cercueils qui étaient fermés. Est-ce qu'il s'agissait de la personne décédée véritablement ou non? On ne pouvait pas vérifier. Et donc le Conseil d'État a annulé cette mesure en considérant que c'était disproportionné, notamment parce que la HAS avait dit en avril 2020 que dès lors que les personnes étaient effectivement décédées, le risque de contamination était beaucoup plus faible et donc cette mesure pas forcément justifiée. Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, en tant qu'avocat, depuis 3 ans, par rapport à nos libertés, sur le plan purement juridique? Ce que je peux constater, c'est que les dés sont pipés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous saisissez un juge, vous attendez à ce que ce juge soit indépendant et impartial et qu'il applique les règles de droit. Eh bien aujourd'hui, le droit que j'enseigne à mes étudiants n'est pas le droit qui est appliqué par nos juridictions. Parce qu'on a validé le pass sanitaire, le pass vaccinal, la suspension sans rémunération à durée illimitée, l'absence d'indemnisation pour les soignants qui ont été suspendus, alors que si on faisait du droit, si on appliquait les règles de droit, eh bien aujourd'hui, nous ne serions pas dans une telle situation. Alors justement, par rapport aux soignants suspendus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement avec la fameuse, si on peut appeler ça, abrogation de cette injuste loi du 5 août 2021? Alors, ce n'est pas une abrogation, c'est une suspension de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 qui a prévu la suspension sans rémunération de tous les soignants qui ne satisfaisaient pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain la situation sanitaire se dégrade, si demain la HAS prend un autre avis et qu'elle recommande effectivement une nouvelle dose de vaccination, eh bien ces soignants pourraient être de nouveau suspendus sans rémunération par le simple édiction d'un nouveau décret. C'est la raison pour laquelle actuellement l'abrogation qui est envisagée par l'opposition politique aurait pour intérêt d'éviter cette situation et ainsi pérenniser un petit peu la situation des soignants suspendus qui aujourd'hui sont finalement encore dans une situation assez incertaine. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, s'il y avait eu réelle abrogation, si l'exécutif voulait à nouveau interdire les soignants d'exercer s'ils n'avaient pas une vaccination, il faudrait quoi? Une loi au lieu d'un décret? Voilà, vous avez tout compris. Effectivement, si la loi du 5 août 2021 disparaît, il faudra prendre une nouvelle loi. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouverait de nouveau devant le Parlement. Alors après, on ne va pas se mentir, avec ce qu'on appelle le fait majoritaire. La majorité politique du président de la République est la même que le gouvernement. Le gouvernement est issu du même parti politique que le président de la République. Dès lors que tout le monde est d'accord, on l'a vu, il n'y a pas vraiment de débat. Et si le président de la République veut imposer une mesure, eh bien, il le fera. C'est juste que ça prendra un peu plus de temps. Oui, alors qu'un décret, c'est une petite signature. Tout à fait. Dans la nuit, ça peut être publié. D'accord. Alors, du coup, actuellement, quelle est la situation des soignants par rapport à cette suspension d'un point de vue purement juridique? Est-ce qu'ils ont accès à une indemnisation par rapport au salaire non perçu? Est-ce qu'ils ont des droits? Est-ce qu'ils peuvent récupérer certains droits? Non, alors le décret ne le dit pas, puisque c'est deux petits articles très succincts. D'ailleurs, on se demande pourquoi on a mis 3 mois pour édicter un décret aussi court. Mais l'instruction ministérielle, qui date du 3 mai 2023, elle, est effectivement beaucoup plus loquace. Elle le dit clairement, aucune indemnisation n'aura lieu pour les périodes de suspension. Ce n'est pas du temps de travail, ils n'ont pas gagné en ancienneté, ils n'ont pas avancé dans leur grade et dans leur échelon. Ils n'ont pas cotisé pour la retraite et surtout, ils n'ont pas la possibilité d'obtenir une quelconque indemnisation. C'est la raison pour laquelle moi actuellement j'accompagne un peu plus de 250 soignants partout en France pour des questions indemnitaires parce que ce qui leur est arrivé est injuste. Est-ce que c'est du déjà vu, ça? C'est des personnes qui administrativement n'existent pas, sont dans une parenthèse juridique voilà, inconnue dans ce pays? Est-ce qu'il y a un équivalent historique? Alors l'équivalent historique auquel moi je pense, c'est les harkis. Les harkis, lorsqu'effectivement ils ont quitté l'Algérie, ils ont perdu tous leurs biens et pour certains ils ont été parqués effectivement dans des camps dans lesquels ils ont vécu dans des conditions indignes. Il aura fallu attendre 2018 pour que le Conseil d'État reconnaisse la responsabilité pour faute en raison justement des conditions indignes d'accueil des harkis.
Le problème, c'est que la plupart sont décédés et qu'aujourd'hui, s'ils souhaitaient obtenir réparation, les sommes sont prescrites. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors j'espère vraiment que les soignants suspendus ne vont pas mettre 60 ans pour obtenir une indemnisation, mais historiquement, c'est un lien qui est assez comparable. Et quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, ils ont quand même réussi à obtenir la condamnation de l'État. Alors actuellement, vous menez ce combat, de quelle façon vous le menez et comment d'autres avocats peuvent le mener également? On le mène finalement avec la connaissance, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement de réinformer les citoyens, parce qu'en réalité, c'est une crise de la connaissance. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec des citoyens qui sont incapables de connaître leurs droits, qui sont persuadés qu'avant même d'engager une action juridique, ils ont déjà perdu, qui sont persuadés qu'ils n'ont aucun droit finalement à obtenir une indemnisation? C'est un problème de connaissance. Parce qu'effectivement, l'État ne veut pas que vous soyez informé. Parce que si vous étiez informé, jamais vous n'auriez pu accepter de telles situations. Donc aujourd'hui, moi, un de mes combats, c'est la connaissance, notamment avec cette chaîne YouTube que j'ai créée, où toutes les semaines, on a une émission de rééducation, de réinformation sur des points de droit, c'est pas forcément la crise sanitaire, et dans lequel j'essaye de donner de l'information au plus grand public et de faire preuve de pédagogie. Ça, c'est un premier moyen. Deuxième moyen, c'est d'accompagner les personnes dans leur démarche juridique pour leur permettre de faire valoir leurs droits. Alors ça passe notamment, j'ai des consultations assez régulières sur mon site internet où les personnes, en une vingtaine de minutes, ont la possibilité de pouvoir comprendre leur situation et connaître la stratégie à mettre en place pour éventuellement obtenir une quelconque indemnisation. Et bien sûr, c'est de les accompagner dans leur démarche devant les juridictions partout en France. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la procédure administrative est une procédure écrite, numérique. Donc ça veut dire que même si vous êtes à l'autre bout de la France, on peut vous assister. Et le plus important, c'est ce que vous allez écrire. Vos capacités oratoires ont finalement très peu d'intérêt. Et également, on essaie de les accompagner le plus possible dans la possibilité de faire valoir leurs droits de manière amiable, en négociant le plus possible avec l'administration, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on a toujours la possibilité de pouvoir négocier, même sur des questions de légalité de mesures administratives. Et vous avez obtenu des avancées positives sur ce terrain-là? Oui, alors il y en a eu deux. C'est la question donc, des soignants suspendus pendant un arrêt maladie. Il faudra attendre mars 2022 quand même pour que le Conseil d'État tranche définitivement la question. Et c'était la question de la durée, notamment des certificats de rétablissement. Vous savez qu'on est passé de 6 mois à 4 mois en février 2022. Eh bien, la jurisprudence est toujours incertaine sur ce point-là, mais je sais que les nombreux courriers que nous avons faits aux administrations ont permis aux clients qui nous ont choisis de gagner 2 mois de plus avant d'être de nouveau suspendus. Donc comme quoi, des fois, ça marche. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ceux qui nous écoutent, qui sont dans ce vide juridique, qui sont suspendus? Est-ce que vous leur conseillez d'entamer une procédure judiciaire? Pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, j'imagine que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Est-ce que les gens peuvent s'organiser en collectif pour faire des plaintes collectives? Voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il y a plein de choses à faire. Je pense que la première chose à faire, c'est au moins de se renseigner sur les possibilités qui sont les siennes. Pourquoi? Parce que parfois, certains ont subi un vrai préjudice, d'autres ont subi un préjudice assez faible. Et tout est une question finalement de stratégie procédurale. Est-ce que vous avez envie de récupérer votre indemnité ou est-ce que finalement vous voulez tourner la page? Et en fonction de ça, je pense qu'on peut effectivement les accompagner dans un processus de réparation. Le procès n'est pas une finalité en soi. Mais par contre, de savoir quels sont vos droits et si vous voulez les faire valoir, déjà c'est une première étape pour aller dans ce processus de réparation. La justice est un des moyens d'obtenir réparation, mais ce n'est pas le seul. Est-ce que des juridictions, on va dire, supranationales sont pertinentes à saisir? Alors oui, avec l'association ADLF, Association de défense des libertés fondamentales, j'ai été mandaté pour déposer 3 recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour contester l'application de la loi du 5 août 2021, notamment par rapport à sa non-conformité à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie privée et familiale. On a encore 2 petites minutes. Ouais. Alors sur cet article 8, justement, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision le 8 avril 2021 dans laquelle elle se prononce sur l'obligation vaccinale et sa conformité à l'article 8. Elle nous rappelle dans cet arrêt qui est extrêmement intéressant parce que c'est véritablement un mode d'emploi pour la France. Elle nous dit tout d'abord que l'obligation vaccinale en tant que soi, c'est une exception sur le droit international. C'est-à-dire que si vous allez en Espagne, par exemple, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc c'est exceptionnel. La deuxième chose, ce qu'elle nous dit, c'est que l'obligation vaccinale, effectivement, peut porter atteinte à l'article 8, qui est le droit à la vie privée familiale, sur lequel, sur le fondement de cet article, par exemple, on a accordé un droit à refuser des soins, quitte à ce que ce refus vous entraîne la mort. Donc ça veut dire que ça va très loin pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et la troisième chose, c'est qu'elle nous dit qu'il y a plusieurs conditions pour qu'une obligation vaccinale soit compatible avec l'article 8. Une de ces conditions, c'était justement les conséquences d'un refus. Il ne faut pas que le refus entraîne des conséquences disproportionnées. Sinon, vous n'êtes plus en capacité de pouvoir librement consentir ou non à une vaccination. Et cette obligation vaccinale n'en est plus une, ça devient une injection forcée. Et l'injection forcée est toujours incompatible
avec une société démocratique et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est sur ce fondement, notamment, pas le seul, que nous avons saisi la Cour européenne des droits de l'homme. On lui demande d'appliquer en réalité sa jurisprudence parce que l'État français ne répond à aucune des 5 conditions qui étaient fixées notamment dans cet arrêt du 8 avril 2021 sur la question de l'obligation vaccinale. Qu'est-ce que vous espérez obtenir avec ces procédures à la Cour européenne des droits de l'homme? La condamnation de l'État, tout d'abord, à ce que cette loi du 5 août 2021, d'une part, disparaisse de l'ordonnancement juridique, d'autre part, qu'elle ne soit jamais plus à l'avenir réimposée. Et enfin, si on obtient la condamnation de l'État, ça ouvre une voie indemnitaire à l'encontre de toutes les personnes qui ont subi effectivement de tels préjudices. Mais attention, le jour où la Cour européenne des droits de l'homme va condamner l'État français, ce sera certainement dans 2 ans, dans 3 ans, le fait de découvrir à cette occasion que l'État a commis une faute n'aura pas suspendu la prescription. Or, pour pouvoir demander réparation de votre préjudice, vous avez 4 ans à compter de la réalisation de votre préjudice. Donc pour les personnes qui ont été suspendues le 15 septembre 2021, ils ont encore 2 ans. Si dans 3 ans, une décision reconnaît que l'État est effectivement fautif et qu'on doit les réparer, ces sommes seront prescrites. La raison pour laquelle aujourd'hui, j'invite tous ceux qui sont suspendus sans rémunération ou qui ont subi des préjudices en raison de cette mesure, de cette politique sanitaire, commencent d'ores et déjà à engager des recours pour éviter justement la question de la prescription et pour bénéficier d'une décision qui pourrait être rendue dans 3 ans, dans 2 ans, et qui pourrait condamner l'État à indemniser tous ceux qui ont subi des préjudices. Est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup de vos confrères qui font le même boulot pour faire aboutir ces recours et qui prennent à part entière ce sujet-là? Alors, on va dire que la profession d'avocat, elle est comme la société, c'est-à-dire qu'elle est fragmentée sur cette question de la politique sanitaire. C'est un sujet qui est clivant. On est une minorité à avoir agi dans cette défense des libertés fondamentales. Pourquoi? Parce que beaucoup, effectivement, étaient d'accord avec nous, mais beaucoup ont des intérêts financiers. Des intérêts à ne pas se mettre en conflit avec certains de leurs clients qui, aujourd'hui, constituent une source importante de leurs revenus. Moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que je n'avais pas beaucoup de clients au moment où j'ai commencé à m'engager dans cette crise sanitaire, et par conséquent, je suis totalement libre et indépendant. Donc ça n'a eu aucune conséquence en ce qui me concerne. Et je sais que pour certains de mes confrères, Maître Bouza, Maître Divisio, Maître Benagès, Maître Nancy Rizacher, par exemple, eh bien, nous avons agi de concert partout en France pour pouvoir défendre les millions de personnes qui nous ont sollicités. Tous avec des stratégies plus ou moins différentes. Mais en tout cas, je ne suis pas le seul à m'être manifesté. Peut-être pas le plus connu, mais en tout cas, j'ai participé à ma force à la défense des libertés fondamentales. Est-ce que l'idée de réaliser des actions collectives est pertinente selon vous? Alors tout dépend finalement de l'action qui est engagée. Sur des actions indemnitaires qui sont les actions actuellement mises en œuvre, je pense que le recours collectif n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que votre situation n'est pas la situation d'une autre personne, parce que vos préjudices ne sont pas exactement les mêmes que notre personne, et parce que vous devez démontrer dans votre situation à vous que vous avez subi tel ou tel préjudice, reconnaître le principe des préjudices, et ensuite de quel montant est ce préjudice. Et ça, nécessairement, ça demande une analyse poussée dans la situation de chacun de nos clients, ce qui fait que ces recours, de manière collective, ne sont pas, à mon sens, adaptés. Alors, on vous retrouve aujourd'hui, on est à Saintes ce 18 mai pour la 100e du CSI, du Conseil scientifique indépendant. Il y a eu des tables rondes, justement ce matin vous êtes intervenu. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelle était la nature de votre intervention? Alors, je suis aussi l'avocat de Réinfo Liberté et à ce titre, effectivement, je les accompagne notamment dans la censure dont ils ont été victimes sur les affiches publicitaires mentionnant la question des effets secondaires. Effectivement, on leur a interdit de pouvoir mettre des affiches en 4x3 à Toulouse et donc je les ai accompagnés dans la défense de leur liberté, de pouvoir justement s'exprimer sur la question de ces chiffres sur les effets secondaires. Également, on m'a demandé d'intervenir sur la question des soignants suspendus, et ce que je viens d'évoquer, sur justement ce changement de société que ça a impliqué. Parce qu'à mon sens, cette question de suspension des soignants pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale, c'est juste une première prémisse d'un tsunami beaucoup plus grand qui va porter, à mon sens, sur la monnaie numérique et sur le contrôle des populations. Parce que si demain vous n'êtes pas d'accord avec votre gouvernement, eh bien vous en subirez les conséquences financières et il n'y aura pas besoin ici d'être un soignant suspendu pour être concerné. Comment vous voyez-vous la jonction entre la période Covid que l'on a vécue et l'avènement de cette société du tout numérique et éventuellement de cet euro numérique? On a habitué finalement les gens à des mesures restrictives de liberté de manière totalement injustifiée.
Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement abrutis qu'en raison justement de toutes ces émissions qu'on a constamment, c'est la société du divertissement. L'école est en chute libre, mais parce que l'État n'a aucun intérêt à vous instruire, à vous apprendre que vous avez des libertés et des droits, et qu'effectivement, en prenant par exemple un pass sanitaire, vous prenez finalement la discrimination et l'exclusion de l'autre parce qu'il est différent de vous, parce que son statut vaccinal est différent de vous. Ça s'appelle une discrimination. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça reste une discrimination. Et qu'est-ce qui fait que ces mesures sont acceptées? C'est justement parce que vous manquez finalement de mots pour pouvoir exprimer une opinion. Or, l'absence de mots, c'est l'absence de critique, et l'absence de critique, c'est l'absence de pouvoir réfléchir. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un recul très net du quotient intellectuel de la population française et une accoutumance à la restriction. Dorénavant, si on vous dit demain, on peut mettre en place un euro numérique et on peut, pour les opposants de la République, leur priver de toute liberté, ben on dira oui, mais il y a déjà eu un pass vaccinal, il y a déjà eu un pass sanitaire, donc finalement on connaît déjà, donc c'est possible. Or, effectivement, l'accoutumance aux restrictions de liberté, ben, ça reste des restrictions de liberté. Alors comment lutter efficacement contre ça en dehors du droit? Il faut lire, il faut réfléchir, et effectivement, il faut se poser des questions. Si, de manière unanime, tout le monde vous dit la même chose, bah, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez vu ce film qui s'appelle 12 hommes en colère, bah, effectivement, quand il y a 12 personnes qui pensent de la même manière, c'est comme s'il n'y en avait qu'une. Donc il fallait qu'il y en ait un qui pense différemment, et c'est tout l'objet de ce film. Et c'est un film que je recommande de voir, parce que c'est exactement la société dans laquelle on est. On a des personnes qui pensent unanimement la même chose, et qui ne se posent à aucun moment la question de est-ce que dans une démocratie, la conformité et l'unanimité, c'est véritablement ce qui nous attend? Non, la démocratie, c'est la confrontation. La démocratie, c'est déjà de base considérer que 50% équivaut à 100%. Vous allez élire quelqu'un à 50% des voix, et cette personne va pouvoir décider pour l'intégralité. Et c'est une fiction juridique, ça ne veut pas dire que 1 égale 2, ça veut simplement dire qu'effectivement, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir gouverner en paix, il faut accepter l'idée que la majorité puisse valoir l'unanimité. Mais la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. La démocratie, c'est le fait de dire qu'on aura des oppositions et que de cette opposition va naître une idée plus intelligente. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas être contre les mesures qui sont décidées, puisque sinon vous êtes un complotiste. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus le droit de citer. Alors si on n'est pas ou plus en démocratie, comment vous qualifieriez le régime dans lequel nous sommes? Alors, on parlerait plutôt de démocratie défaillante, hein, c'est ce qui est utilisé par, je ne sais plus exactement, mais c'est comme ça qu'a été qualifiée effectivement la France. Moi, je pense qu'on est dans une sorte de soft dictature, c'est-à-dire une dictature qui se cache sous les couleurs d'une démocratie et qui va, de manière insidieuse, faire en sorte que les gens acceptent les restrictions de liberté. Si je vous dis, par exemple, est-ce que vous pouviez être plus de 6 à la maison au cours de l'hiver 2020? Ça veut dire que l'État a réussi à rentrer chez vous. Or, la loi ne disait pas que vous ne pouviez pas être plus de 6 à la maison. Elle disait simplement que dans l'espace public, vous ne pouviez pas être plus de 6. Et que dans les établissements recevant du public, vous ne pouviez pas être plus de 6. Mais en aucun cas, la loi n'a interdit d'être plus de 6 à la maison. Qu'est-ce qui a rendu ça possible? C'est le fait que les gens ont accepté que l'État puisse rentrer chez eux. Et ça, c'est la force de la propagande médiatique. Donc vous pensez aussi que le nœud du problème se situe dans la centralisation des médias? Il y a un problème de propagande médiatique. Mais de toute manière, à partir du moment où vous avez la directrice de BFM TV qui vous dit qu'au moment de la crise sanitaire, il ne faut pas prendre une position qui irait à l'encontre des préconisations gouvernementales, ça, c'est plus du journalisme. Le journalisme, c'est de rapporter de manière le plus objective possible des faits et à charge pour des citoyens éduqués de pouvoir justement s'en faire un avis. Donc là, effectivement, à mon sens, on a une propagande médiatique. Et sur cette question justement de plus de 6 à la maison, bon, à chaque fois, si vous regardiez dans le détail les articles de presse qui sortaient, ce sont des personnes qui ont pris des contraventions en dehors de la maison. Des personnes qui ont été contraventionnées sur l'espace public ou qui ont été contraventionnées dans des établissements recevant du public. Mais en aucun cas, des personnes qui ont été contraventionnées dans leur domicile. Et ça, bien entendu, à chaque fois, la presse a bien fait attention de ne pas mentionner cela. Et c'est là où je vois, à mon sens, que les médias ont fait le jeu du gouvernement. Parce que des personnes qui étaient normalement éduquées ont finalement accepté que l'État puisse rentrer chez eux et leur dire que vous ne serez pas plus de 6 à la maison. Et effectivement, papy et mamie iront manger la bûche de Noël dans la cuisine. C'est vrai que ça rappelle une période qui semble si lointaine et pourtant... Ça rappelle 1984. Effectivement, Orwell qui a très bien expliqué que Big Brother se retrouvait sur les écrans, dans les téléviseurs des personnes. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est que dès que vous allumez votre télévision, on vous dit ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Et c'est fait avec une telle force de persuasion que les gens se sont eux-mêmes interdits d'être plus de 6 à la maison.